Bienvenue. On va plonger aujourd'hui dans une histoire qui a fait l'effet d'une véritable déflagration diplomatique. Absolument. Tout part d'une conférence africaine, organisée récemment en Algérie, qui a soudainement remis sur la table une question que beaucoup croyaient endormie dans les livres d'histoire. L'indépendance du Rif. Exactement. Et en quelques heures, la tension entre Alger et Rabat est montée de plusieurs crans. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est que ce n'est pas juste une énième provocation, un petit pic. Non, Cet événement, il s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large de tensions, de repositionnement stratégique entre les deux poids lourds du Maghreb. c'est ça. On est dans une sorte de partie d'échecs à ciel ouvert, où le moindre mouvement est analysé, anticipé. Et contré immédiatement. C'est exactement cette partie d'échec qu'on va essayer de décrypter. En s'appuyant sur une analyse vidéo qui a disséqué ces événements, on va chercher à comprendre les vrais enjeux derrière cette guerre froide maghrébine. Allons-y, décortiquons ça ensemble. Allons-y. Alors, pour bien commencer, il faut revenir à l'événement déclencheur. Cette fameuse conférence à Alger. Oui? Officiellement, l'objectif était assez consensuel, on va dire. Criminaliser le colonialisme et afficher un soutien aux peuples qui luttent pour leur indépendance. Sur le papier, c'est un discours très rassembleur. Le message martelé par l'Algérie était simple. Les crises qui secouent l'Afrique aujourd'hui sont les symptômes d'une maladie historique non guérie. Et c'est une stratégie narrative très habile de la part d'Alger. Il s'agit de se draper dans le costume du leader moral du continent, le défenseur des causes justes. Mhm. En liant des problèmes très concrets, très actuels, les coups d'État au Sahel, la montée du terrorisme, à des racines coloniales, l'Algérie tisse un discours panafricaniste. Quand on parle de discours panafricaniste, concrètement, ça veut dire quoi? Que l'Afrique doit régler ses problèmes elle-même sans ingérence extérieure? Exactement. C'est l'idée que les solutions aux crises africaines doivent être africaines. En se positionnant ainsi, Alger tente de rallier à sa cause des pays qui sont fatigués des solutions clés en main proposées par les anciennes puissances coloniales. D'accord. C'est une façon de dire. Pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, il faut d'abord solder les comptes du passé et le faire entre nous. Ce discours, il résonne de plus en plus sur le continent. Et visiblement, ce discours n'a pas plu du tout de l'autre côté de la frontière. La réaction du Maroc a été quasi instantanée, Ah oui, immédiate. avec l'annonce d'une réunion parallèle. Le timing n'a certainement rien d'une coïncidence. Non, c'est tout sauf anodin. De nombreux observateurs y ont vu une contre-offensive directe, une manière pour Rabat de proposer une lecture totalement différente des enjeux africains. Axé sur l'économie, le développement? Voilà, sur le développement, la coopération économique, la sécurité pragmatique. On a là une photo parfaite de leurs relations actuelles. Ce n'est plus une diplomatie de l'ombre, c'est du tac au tac. C'est frontal. Une compétition frontale où chaque initiative de l'un provoque une contre-initiative de l'autre. C'est là que les choses s'emballent. Dans son discours, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, met les pieds dans le plat. Carrément. Il cite deux cas qui, selon lui, exigent un traitement sérieux. Le Sahara occidental, bon, ça c'était un dossier attendu, et, beaucoup plus surprenant, la République du Rif. Là, on change de dimension. On change complètement de dimension. Pour bien comprendre d'où vient cette histoire du Rif, il faut peut-être faire un petit retour en arrière. Oui, c'est important. La République du Rif, c'était un État éphémère au début du XXe siècle, né d'une révolte contre le pouvoir colonial espagnol. Pour Rabat, aujourd'hui, c'est un chapitre clos. Qui appartient à l'histoire nationale marocaine. Exactement. Mais en réactivant ces dossiers, Alger touche un point sensible, celui de la mémoire et l'unité territoriale marocaine. C'est très calculé. Et ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. La source souligne que, curieusement, plusieurs chaînes de télévision arabes avaient diffusé juste avant des documentaires historiques sur ce mouvement. Ah oui. On a l'impression d'un terrain médiatique qui a été préparé, non? Absolument. C'est une tactique classique dans ce genre de conflit d'influence. On sème des graines dans l'opinion publique, on réactive des récits historiques. Pour donner du poids à la déclaration qui va suivre. C'est ça. Le but est de créer un contexte où la mention du Rif n'apparaît pas comme sortie de nulle part, mais comme la suite logique d'un débat qui refait surface. Et puis il y a ce chiffre que la source qualifie de fuite diplomatique et qui était assez vertigineux. Apparemment, plus de 45 pays africains auraient exprimé en coulisses le souhait de rouvrir le débat. 45 ? Sur toutes ces questions héritées du passé colonial, Rif et Sahara occidental inclus. Le chiffre me paraît presque incroyable. C'est une excellente question, parce que le chiffre en lui-même, il faut le prendre avec des pincettes. Bien sûr. Ça vient de
fuite, donc impossible à vérifier formellement. Mais mettons le nombre exact de côté un instant. Ce qui est spectaculaire, c'est la tendance que ça révèle. Même si ce n'est que la moitié de ce chiffre, cela signifierait un basculement majeur dans les équilibres de pouvoir au sein de l'Union africaine. Un basculement. C'est-à-dire que le Maroc, qui avait réussi un retour en force spectaculaire dans l'UEA il y a quelques années, pourrait se retrouver isolé. Il se retrouverait au minimum sur la défensive. Ça voudrait dire que le narratif algérien, celui qui fait le lien entre les problèmes actuels et le passé colonial, gagne du terrain bien au-delà de son cercle d'alliés traditionnels. D'accord. Ça indiquerait une volonté d'une partie de l'Afrique de s'émanciper des cadres de résolution de conflits hérités et de potentiellement redessiner les règles du jeu. C'est là tout l'enjeu. D'accord. Mais au-delà de ces dossiers historiques, la conférence d'Alger a aussi mis l'accent sur des menaces plus immédiates. Le ministre Attaf a parlé d'une triple menace qui pèse sur le Sahel. Oui. Les coups d'État, le terrorisme et les ingérences étrangères. Et ces trois menaces sont intimement liées, en fait. Un coup d'État crée un vide sécuritaire qui favorise les groupes terroristes. Logique. Cette instabilité, à son tour, justifie ou provoque des ingérences étrangères, qu'elles soient militaires ou politiques, ce qui peut déstabiliser encore plus le pouvoir en place et mener à un autre coup. C'est un cercle vicieux. Et donc la conclusion de la conférence, c'est que Les solutions imposées de l'extérieur, notamment les interventions militaires occidentales au Sahel, ont montré leurs limites. C'est assez clair. l'idée, c'est donc de promouvoir des solutions africaines aux problèmes africains. C'est le mantra. Il y a une prise de conscience, ou du moins un discours qui dit que le continent doit s'appuyer sur ses propres outils, comme l'Union africaine, pour gérer ses conflits. C'est un appel à l'autonomie stratégique du continent. Et cette guerre d'influence, elle ne se joue pas seulement sur le terrain des grands principes diplomatiques. On le voit avec les tentatives de déstabilisation plus personnelles. Ah oui, Comme ces accusations qui ont visé le ministre Attaf au même moment concernant un hôtel en Espagne, l'analyse s'y atteint d'un peu. oui, et c'est un excellent exemple de la guerre de l'information qui se joue en parallèle. C'est ça. L'accusation était simple, percutante. Le ministre algérien se serait acheté un hôtel de luxe. C'est une image qui marque les esprits. Forcément. Mais la source, en s'appuyant sur des journaux espagnols sérieux comme la Vanguardia et El País, démontre cette histoire. En réalité, l'hôtel appartenait à un homme d'affaires algérien, Ali Haddad, qui était endetté. Ok. L'État algérien a récupéré ce bien en payant une partie de la dette via un mécanisme légal espagnol, la dación en pago, une sorte de dación en paiement. Donc, ce n'est pas un enrichissement personnel, mais une opération de l'État pour récupérer un de ses actifs à l'étranger. Précisément. Mais dans ce climat de tension maximale, la nuance se perd. Le but n'est pas forcément que l'accusation soit vraie, mais qu'elle sème le doute, qu'elle ternisse l'image de l'adversaire. Et qu'elle occupe l'espace médiatique. Exactement. Ça fait partie intégrante de la confrontation. Donc, si on essaie de prendre un peu de hauteur, on se rend compte que cette histoire de conférence n'est que la partie émergée de l'iceberg. Clairement. Qu'est-ce qui se joue en profondeur, au-delà de la simple rivalité entre Alger et Rabat? Ce qui est crucial à comprendre ici, et c'est le cœur de l'analyse, c'est qu'il y a deux dynamiques puissantes qui s'entrechoquent. La première est interne. C'est-à-dire? Dans les deux pays, il y a une pression sociale énorme. Les jeunes veulent du travail, les citoyens aspirent à plus de justice sociale, à un meilleur partage des richesses. La source met le doigt sur un décalage grandissant entre cette surenchère diplomatique, qui coûte cher, et les préoccupations très concrètes des populations. Et la deuxième dynamique, c'est la dimension internationale, j'imagine. Exactement, c'est la dynamique externe. La compétition entre l'Algérie et le Maroc ne se limite plus au Maghreb. Leur terrain de jeu, c'est désormais toute l'Afrique. Et même la scène mondiale. Et même la scène mondiale, on a de nouveaux acteurs, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, qui s'intéressent de près aux ressources au marché africain. On a les crises énergétiques qui rebattent les cartes. Le Maghreb est à la croisée des chemins. Et chaque pays essaye de se positionner. Pour être un carrefour incontournable, c'est ça. Et là, on voit très clairement deux stratégies, deux modèles qui s'opposent. D'un côté, l'Algérie, qui joue la carte politique, historique, Oui, le discours anti-impérialiste, son poids diplomatique en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. et de l'autre, le Maroc, qui a une approche beaucoup plus économique. Il mise sur les partenariats d'affaires, la diplomatie des investissements, son image de porte d'entrée stable et attractive pour les capitaux étrangers en Afrique. C'est un peu le soft power économique. Contre le hard power diplomatique et historique,
c'est une bonne image. Mais est-ce que cette stratégie économique marocaine n'a pas ses limites? Est-ce qu'elle peut vraiment contrer un discours politique aussi puissant, aussi chargé d'histoire que celui de l'Algérie sur le colonialisme, qui semble trouver un nouvel écho? C'est toute la question. Ce qui est fascinant, c'est que sur le papier, ces deux approches pourraient être complémentaires. Ah oui, L'une politique, l'autre économique. Ensemble, elles pourraient faire du Maghreb un pôle de stabilité et de développement extrêmement puissant. Le problème, c'est que l'absence totale de dialogue les transforme en stratégies concurrentes exclusives. chacun cherche à annuler l'autre. Voilà. Et là-dessus, il faut insister sur le rôle d'accélérateur des médias et des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils jettent de l'huile sur le feu? Ils sont devenus un champ de bataille à part entière. Ils amplifient les discours les plus nationalistes, les plus polarisés. Ils relaient les accusations, vraies ou fausses, et créent des bulles d'information où chaque camp les persuadé de son bon droit. Ce qui rend tout dialogue officiel encore plus compliqué. Bien sûr, car les dirigeants doivent aussi composer avec des opinions publiques chauffées à blanc. Si on essaie de synthétiser, on est face à une situation incroyablement paradoxale. D'un côté, une logique de confrontation qui semble tout droit sortie de la guerre froide, alimentée par des récits nationaux très puissants. Une confrontation qui paralyse toute la région. L'union du Maghreb arabe est au point mort depuis des années à cause de ça. C'est vrai. Et de l'autre, ces deux mêmes pays font face à des défis communs absolument colossaux. La sécurité au Sahel, qui menace de déborder, le changement climatique qui stresse leurs ressources en eau, leur agriculture, la pression démographique, des défis qui, logiquement, devraient les pousser à coopérer. C'est tout le paradoxe que la source met en lumière. Malgré cette façade de haine politique, l'Algérie et le Maroc partagent une histoire, une culture, une langue, des liens familiaux d'une profondeur incroyable. C'est indéniable. Ils ont, à eux deux, toutes les cartes en main. Ressources énergétiques, potentiel agricole, capital humain, pour être le moteur de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Alors la question c'est, La grande question, celle qui pèse sur l'avenir de millions de personnes, c'est de savoir si les dirigeants actuels et futurs choisiront de continuer sur cette voie de la confrontation stérile ou s'ils trouveront le courage politique de dépasser ces conflits pour bâtir un projet commun. L'histoire n'est pas une fatalité. et ça nous amène à une dernière réflexion pour la suite. L'analyse qu'on vient de faire se concentre logiquement sur le choc des diplomaties, les discours officiels, la grande scène. Oui, le visible. Mais au-delà de cette façade, je me demande s'il n'existe pas des espaces de coopération plus discrets, sous les radars. On pourrait imaginer des collaborations pragmatiques qui pourraient, un jour, faire tache d'huile. Comme quoi, par exemple? Je pense à la gestion commune des ressources en eau, qui devient un enjeu de survie dans la région, ou encore au développement des énergies renouvelables, où les deux pays ont un potentiel immense. Est-ce que ce n'est pas sur ces terrains, loin des micros et des caméras, que pourraient se planter les graines d'un futur apaisement? C'est une piste intéressante. C'est peut-être là que se trouve la véritable clé. Une pensée à méditer.